Entre 2006 et 2011 sortaient 3 films documentaires, intitulés L'argent-dette, réalisés par Paul Grignon, basés sur ses propres recherches en économie. Paul Grignon explique l'histoire du système bancaire et l'impact du crédit, le prêt à intérêt, sur l'économie. L'idée générale veut qu'une banque fonctionne ainsi. Les gens déposent leur argent à la banque et celle-ci prête l'argent avec intérêt. Quand le prêt est échu, la banque récupère l'argent avec les intérêts. La banque encaisse la majorité des intérêts et reverse une partie aux déposants. Ce modèle était celui des banques, quand la monnaie était métallique, c'est-à-dire composée de pièces d'or et d'argent. La masse monétaire est l'ensemble de la monnaie, constituée des dépôts dans les banques et de la monnaie en circulation. Une banque prête l'argent contenu dans ses coffres, mais les intérêts qui viennent avec le remboursement des prêts, eux, viennent de la monnaie en circulation. À chaque opération, la banque s'enrichit, ce qui lui permet de prêter encore plus. Si le processus continue, la banque s'approprie progressivement la masse monétaire par le biais des intérêts. La monnaie en circulation issue d'une dette constitue l'argent-dette. Plus la proportion d'argent-dette dans la masse monétaire en circulation est élevée, plus la fréquence et la gravité des problèmes est élevée. Premier problème est la spirale déflationniste. Pour diverses raisons, par exemple une mauvaise conjoncture économique, les entreprises n'empruntent plus pour investir. L'argent reste dans les coffres des banques, causant une diminution de la monnaie en circulation, au fur et à mesure que les prêts sont remboursés. C'est la déflation, une chute brutale des prix et des salaires. Un autre problème, c'est qu'on ne peut pas rembourser la banque avec sa propre dette. L'argent des intérêts doit venir à cette partie de la masse monétaire extérieure à l'argent-dette. Au fil du temps, cette partie est réduite, ce qui augmente les chances qu'un débiteur fasse défaut de paiement. Si le nombre de défauts de paiement est trop élevé, la banque enregistrera des pertes qui peuvent provoquer un bank run. Les déposants accourront au guichet pour retirer leur dépôt. Comme la banque ne peut pas rendre l'argent vu que cet argent est prêté, inévitablement la banque sera en faillite. Un grand nombre de personnes seront ruinées et les compteurs seront remis à zéro. Jusqu'ici, on est dans un système simple, avec de la monnaie métallique. Au cours du XVIIIe et XIXe siècle, les banques émettaient des billets avec une valeur or indiquée dessus. Ces billets étaient utilisés par les déposants quand ceux-ci voulaient retirer leur or. Mais les gens ont commencé à utiliser les billets comme monnaie d'échange, car c'était beaucoup plus pratique de les échanger directement que faire un détour par la banque. C'est comme ça que la monnaie fiduciaire est née. Fidus veut dire confiance en latin. Une monnaie qui n'a pas de valeur intrinsèque comme l'or, mais une monnaie dont la valeur repose sur la confiance. Comme ces billets de banque devenaient peu à peu une monnaie acceptée, les banques ont commencé à émettre leur crédit sous forme de billets de banque. Il n'a pas fallu longtemps pour que les banques émettent plus de crédits sous forme de billets que l'équivalent or contenu dans leur coffre. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, une succession de faillites bancaires obligea les gouvernements à réguler les pratiques bancaires. Durant cette période, 3 principes économiques étaient en concurrence. Le Free Banking Principle, le Currency Principle et le Banking Principle. Le Free Banking Principle consiste à laisser les banques gérer leurs affaires avec un minimum de régulation. L'Écosse est la région où ce système a perduré le plus longtemps. Le Currency Principle interdit aux banques d'émettre plus de billets de banque que l'équivalent or contenu dans leur coffre. Le Banking Principle est la doctrine qui a fini par s'imposer jusqu'à nos jours. Elle autorise les banques à émettre plusieurs fois la monnaie contenue dans leur coffre sous forme de crédit. Cet écart entre les dépôts et ce que la banque peut prêter s'appelle les réserves fractionnaires. Au début, les réserves fractionnaires représentaient 2 à 3 fois les dépôts. Aujourd'hui, elles représentent 50 à 60 fois les dépôts, suivant les pays. Quand un acteur économique va demander un prêt, la banque va créer de la monnaie par écriture comptable. Une fois le prêt remboursé, cette monnaie est détruite, mais l'argent des intérêts, lui, est encaissé par la banque. La possibilité d'avoir recours aux réserves fractionnaires accélère considérablement la vitesse à laquelle l'argent-dette sature la masse monétaire, mais la faculté de créer de l'argent par pure écriture comptable permet de repousser les effets négatifs. Si l'économie peine à trouver l'argent pour payer les intérêts, les banques peuvent continuer à émettre du crédit. Il suffit d'augmenter la limite légale des réserves fractionnaires. Augmenter la masse monétaire génère en principe de l'inflation. Alors comment se fait-il que ce système n'ait pas entraîné de l'hyperinflation? Cette situation où on doit aller au marché avec une brouette de billets. La croissance de la masse monétaire doit rester parallèle à la croissance du PIB, le produit intérieur brut, l'indicateur de la totalité de la richesse économique produite par un pays. Si la masse monétaire augmente plus vite que le PIB, alors on est en inflation. Si elle est plus lente, alors on est en déflation. Les banques centrales contrôlent la croissance de la masse monétaire pour que celle-ci reste constante avec la croissance économique. Une banque centrale contrôle l'émission du crédit des banques par plusieurs mécanismes, entre autres par les taux d'intérêt. Quand une banque atteint la limite de ses réserves fractionnaires, celle-ci peut emprunter à la banque centrale pour continuer à prêter. Si une trop grande quantité de crédits ont été émis, les banques centrales vont monter les taux d'intérêt. Si l'économie stagne et il n'y a pas assez d'émissions de crédit, les banques centrales baissent les taux d'intérêt. Un deuxième outil à la disposition des banques centrales est celui de réguler les réserves obligatoires. Les banques centrales décident du pourcentage des réserves que les banques doivent avoir en monnaie. Si les banques ont émis trop de crédits, une banque centrale peut décider d'augmenter le taux de réserve obligatoire. Elle le diminue si elle estime que les banques n'octroient pas assez de crédit. Ces deux outils ne sont pas les seuls qu'une banque centrale dispose pour réguler l'économie. Une banque centrale peut également réaliser des opérations de marché, en achetant ou en vendant des titres. L'économie capitaliste fonctionne en cycle, avec une phase de croissance, de stagnation et de récession. Dans la période de croissance, les banques prêtent massivement à l'économie. Les taux d'intérêt sont bas et la croissance économique est bonne. Puis arrive la phase de stagnation.
Les investissements possibles ont été réalisés. L'émission de crédits supplémentaires ne génère plus de croissance mais de l'inflation. Rarement une inflation généralisée, mais une inflation qui se traduit par l'apparition de bulles spéculatives. C'est à ce moment que les banques centrales interviennent pour réguler le marché du crédit. Elles utilisent leurs outils pour tarir le flux de crédit. Les bulles spéculatives explosent, les agents économiques les plus faibles font faillite et les débiteurs les plus risqués font défaut sur leurs dettes. La quantité d'argent dette diminue. Et une fois la récession stabilisée, les banques centrales abaissent leurs restrictions sur le marché du crédit pour un nouveau cycle de croissance. Si les banques centrales négligent leurs devoirs de régulation, les bulles spéculatives continuent de grossir jusqu'à ce qu'elles explosent d'elles-mêmes, causant une crise économique. Dans un monde limité, la croissance illimitée est impossible. À un moment, une économie arrive à maturité, et les perspectives de croissance sont faibles. La période de croissance n'arrive pas après la récession. Dans cette situation, les débiteurs vont peiner à trouver des liquidités pour rembourser leurs dettes, causant des défauts de paiement réguliers, au point de mettre certaines banques en faillite, qui elles-mêmes mettront en faillite d'autres banques, et l'effondrement économique s'en suivra. Pour éviter cette situation, les banques centrales vont lever un maximum les restrictions sur le crédit. Mais ces crédits iront peu vers des investisseurs, puisque les perspectives d'investissement seront faibles. Ces crédits iront soit vers des crédits à la consommation, soit vers des opérations spéculatives qui créeront des bulles. Les banques centrales peuvent tenter de prendre des mesures pour faire éclater les bulles spéculatives, ou prendre le risque de les laisser gonfler dans l'espoir d'une reprise de la croissance. Quoi que la banque centrale décide, l'absence d'une période de croissance préalable fait que la récession qui s'ensuivra causera une crise économique. Crise économique qui a des chances de se transformer en dépression économique, c'est-à-dire un effondrement total de l'économie. Dans l'histoire, il y a eu une crise économique majeure qui a engendré une dépression économique, et une autre qui a failli engendrer une dépression économique. En 1929, les banques centrales, la Banque centrale américaine, la Fed en particulier, n'a pas régulé le marché du crédit comme elle le devait. Les marchés financiers, en particulier les marchés actions, étaient largement surévalués. Et comme toutes les bulles, celles-ci vont finir par exploser. Les investisseurs particuliers et bancaires se sont retrouvés avec de lourdes pertes. Ceux-ci, incapables de rembourser leurs créanciers, ont causé des faillites bancaires. Et comme les banques américaines et européennes étaient interconnectées, les banques européennes ont également souffert de la crise. En 2008, il s'est passé la même chose. La Fed avait choisi de garder ses taux d'intérêt bas, additionnés à plusieurs années de dérégulation financière. Cette fois, ce ne sont pas les marchés actions qui ont causé la crise, mais les subprimes, qui sont un produit financier, créé à partir de prêts immobiliers. La différence avec 1929 est que cette fois la Fed est intervenue pour sauver les banques, en créant de la monnaie. Il y a eu une crise, mais pas une dépression économique. Jusqu'à maintenant, les banques centrales américaines, européennes et japonaises principalement, ont utilisé un procédé qui s'appelle le quantitative easing, qui consiste à créer de la monnaie pour acheter des titres bancaires, ce qui donne des liquidités aux banques pour pouvoir continuer à prêter aux États et aux marchés financiers. Depuis 2008, nous sommes dans une situation où la croissance est faible. Tous les leviers des banques centrales pour limiter le crédit sont non seulement au plus bas, mais en plus, les banques centrales fournissent des liquidités pour que les banques puissent continuer à prêter aux marchés financiers et aux États, qui sont largement surendettés. Aujourd'hui, pratiquement rien n'a été fait pour assainir les marchés financiers. Par conséquent, toutes les conditions sont réunies pour un nouvel éclatement des marchés financiers. Comme en 2008, les banques centrales créeront massivement de la monnaie pour sauver les banques en difficulté. Le problème est que cette méthode est employée depuis 10 ans. La Fed a imprimé pour 12 000 milliards de dollars, 4 fois le budget annuel américain. La prochaine fois, cette méthode a de fortes chances de ne pas fonctionner. Une impression massive de dollars et d'euros, vu que ce seront les zones économiques les plus touchées, fera s'effondrer la valeur de ces monnaies. La possibilité de recourir à l'usure dans une économie permet de faciliter l'investissement et la croissance économique. Mais en laissant l'économie massivement fonctionner grâce au crédit, on se retrouve dans un cercle vicieux d'endettement éternel, créant une économie instable, de crises cycliques pouvant causer à chaque fois une dépression économique si les conditions sont réunies, car le système d'argent-dette crée une nécessité d'avoir de la croissance économique en continu, alors qu'il est impossible d'avoir une croissance illimitée dans un monde limité.